Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on plonge dans une transformation vraiment radicale du secteur des fusions-acquisitions. Ouais, le fameux M&A. Exactement. Historiquement, chercher une cible d'acquisition, c'est comme pêcher dans le noir avec un filet troué. On remonte le filet, on trie les algues et on espère avoir attrapé un beau poisson. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on remplace ce filet par l'intelligence artificielle agentique. Voilà, on va analyser comment des plateformes comme Synergy AI notamment transforment la gestion multi-actifs. Donc les entreprises, l'immobilier, l'art, tout ça, dans un véritable système d'exploitation intelligent. La question centrale de notre discussion, c'est de savoir si ce système est vraiment l'outil ultime pour démocratiser l'allocation de capital. Ou alors si cette hyperquantification algorithmique ne crée pas de dangereux angles morts dans des négociations à très fort enjeu. Moi, je suis convaincu que cette approche proactive, je veux dire la recherche sémantique de synergie, ça crée un avantage concurrentiel absolu. Ça élimine complètement la symétrie d'information. Et de mon côté, je suis persuadée que vouloir plaquer une logique purement algorithmique sur des actifs qui sont profondément humains, ça pose problème. Surtout quand on couple ça à des blockchains hybrides ultra complexes. Ça génère surtout des risques d'ingénierie et une dangereuse dilution de notre jugement. Pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut réaliser que l'âge de l'information statique, c'est mort. Mhm. Synergy, c'est un peu le terminal Bloomberg de l'exécution de transactions. Prends leur outil Mandate Alpha. Il ne fait pas qu'une simple recherche par mots-clés. Il utilise ce qu'on appelle l'inférence sémantique. Donc il lit entre les lignes en gros. C'est ça. Au lieu de chercher bêtement entreprise à vendre, l'algorithme analyse l'actualité et les bases de données. S'il voit qu'une boîte change soudainement ses statuts légaux ou recrute 3 avocats fiscalistes, il en déduit qu'une vente se prépare. Ça permet d'anticiper le marché. Totalement. C'est du sourcing proactif, tu vois. Alors c'est brillant pour du logiciel. Sur une entreprise B2B SaaS, tu as des métriques claires. Le coût d'acquisition client, le taux de désabonnement, les revenus récurrents, l'algorithme peut croiser ça facilement. Bien sûr. Mais Synergy prétend faire la même chose pour l'art contemporain ou l'immobilier hors marché. Et c'est là que ça coince pour moi. Appliquer des signaux de vente algorithmiques de la même manière pour un SaaS et, disons, pour une collection d'art post-impressionniste, on méconnaît totalement la nature intrinsèque de l'actif. Sauf que, attends, l'outil AI Art Finder ne cherche pas du tout à juger la beauté de la toile ou même sa valeur artistique. Il traque uniquement les déclencheurs de liquidité. La fameuse règle des 3D. Exactement. Décès, dette, divorce. L'IA scanne les registres publics et les annonces légales pour identifier une collection qui va devoir être liquidée, et ça bien avant qu'elle n'arrive chez Christie's. C'est juste l'application de la rigueur implacable du M&A à des marchés opaques. Oui, la théorie est belle. Mais dans les faits, la valeur d'une toile, elle dépend de sa provenance, de dynamique esthétique et de relations humaines très subjectives. Ouais, mais... L'algorithme ne capte pas ces nuances. Le risque réel sur le terrain, c'est de générer une avalanche de faux positifs. Tes analystes vont passer un temps fou à vérifier des pistes algorithmiques qui n'ont en fait aucun sens face à la réalité du marché de l'art. C'est pourtant indispensable face à l'hyperfragmentation actuelle. Aujourd'hui, un grand family office gère tout à la fois. Il jongle avec Deal Suite pour les entreprises, Artsy pour l'art, CoStar pour l'immobilier. C'est vrai que c'est éclaté. Dans une interface unifiée, l'asymétrie d'information les paralyse. Utiliser un outil générique, aujourd'hui, c'est comme essayer de vendre une sculpture inestimable de Dali en la tapant simplement sur Google, quoi. Mais bon, mettons que l'IA trouve la cible parfaite. D'accord. Trouver la cible, ça ne sert à rien si on passe ensuite 6 mois à s'embourber dans l'analyse financière. C'est là que l'automatisation de la due diligence change vraiment la donne. Tu parles de la génération automatique des documents par l'IA. Exactement. Des outils comme le Deal Qualifier ou le Boardroom Generator. Ils ingèrent les datas brutes et te pondent un mémorandum d'investissement, le SIM, de 100 slides en 10 minutes. Ah ouais, le fameux gain de temps. C'est massif. Ça intègre automatiquement l'analyse SWOT et la modélisation financière. On passe de 40 heures de travail administratif à seulement 10 heures. Les associés seniors sont enfin libérés de la corvée de formatage. Libéré, oui, mais avec un faux sentiment de sécurité. On sait très bien, enfin, toutes les données de l'industrie le montrent, que 70 à 90% des fusions échouent. Ouais, l'intégration est difficile. Et ce n'est presque jamais à cause d'une erreur de calcul dans un fichier Excel. C'est à cause de l'intégration culturelle. C'est vrai, mais Attends, un algorithme qui te génère un mémo d'investissement impeccable, avec des graphiques parfaits, ça ne quantifie absolument pas l'incompatibilité des cultures d'entreprise, ni la friction managériale ou le moral des employés. Ce sont des signaux faibles, invisibles pour le code.
Seule l'intuition d'un expert peut valider ça. T'as raison de souligner l'importance de l'humain. Mais tu supposes que l'IA s'arrête le jour où le contrat est signé. En fait, l'IA post-fusion cartographie déjà les synergies d'intégration. Comment ça ouais? Elle analyse les flux de travail inter-entreprises. Elle modélise comment fusionner une chaîne d'approvisionnement ou optimiser la rétention des talents sans créer de casse sociale. Ça offre un plan d'action prédictif qui augmente concrètement les valorisations. Mais un plan prédictif, ça reste une abstraction mathématique. Modéliser une synergie sur un écran, c'est très différent de l'imposer à des équipes qui sont terrifiées par une restructuration. C'est un outil d'accompagnement, pas un dictateur. L'hyperquantification donne quand même une illusion de contrôle total. Et honnêtement, cette même illusion de contrôle, on la retrouve poussée à l'extrême dans leurs infrastructures techniques blockchain. C'est de la suringénierie. Ah oui, tu trouves? Parce que stratégiquement, l'architecture hybride de synergie, c'est un coup de maître. Un coup de maître? Vraiment? Oui. D'un côté, ils ont un réseau souverain avec un cryptage post-quantique, AGIS. Ça sert à protéger ta propriété intellectuelle et tes projections financières à 30 ans contre n'importe quelle cyberattaque future. Bon, la sécurité, c'est bien, mais Et de l'autre côté, la couche de liquidité s'intègre directement au système des grandes banques via des blockchains institutionnelles. C'est le meilleur des deux mondes. et concrètement, pourquoi une banque de niveau 1 aurait besoin de s'encombrer de tout ça? Elle cherche la conformité absolue et la simplicité, pas des usines à gaz technologiques. Parce que ça leur donne la rapidité d'exécution de la crypto, mais avec la sécurité juridique d'une banque classique. Je reste sceptique. Via des systèmes comme JPM Coin ou Avalanche Evergreen, ils utilisent des euros numériques. Des stablecoins comme l'EURCV, qui respectent à la lettre les nouvelles lois européennes MiCA. C'est fluide, c'est immédiat et totalement régulé. Le transfert de fonds est peut-être régulé, mais pas le reste de la mécanique. Il rajoute un jeton de gouvernance natif, le SNRG token, et un mécanisme de consensus qu'ils appellent Proof of Synergy pour la validation des données. C'est pour garantir la transparence. Pour moi, c'est de la suringénierie flagrante. Introduire une validation décentralisée dans un secteur qui gère des secrets industriels ultra sensibles, ça ouvre la boîte de Pandore. Pas si l'architecture est solide. Tu multiplies les vecteurs de risque concernant la confidentialité des données et tu crées des frictions réglementaires totalement inutiles. Les institutions veulent de la fiabilité, pas une expérimentation crypto. Je dirais plutôt que ça anticipe les normes de sécurité de la prochaine décennie. On ne peut pas rester sur des serveurs privés vulnérables. C'est un pari risqué. Au final, on arrive quand même à voir où se situe le point de bascule. Pour moi, passer sur un système d'exploitation agentique crée un véritable data moat, un avantage propriétaire inestimable. C'est clair que ça change la donne sur les données. Ça transforme une industrie artisanale et très chronophage en une usine à transactions hautement qualifiée sur de multiples classes d'actifs. C'est une force de frappe analytique qu'on ne peut tout simplement plus ignorer. L'automatisation de l'analyse bouscule tout, c'est indéniable. Et l'industrie va devoir s'y adapter. Tout à fait. Mais mon point de vigilance reste entier. S'en remettre avec une telle ferveur à un algorithme pour évaluer des actifs qui sont fondamentalement subjectifs ou culturels, ça demande une prudence majeure. L'intuition humaine doit rester l'arbitre final face au non quantifiable. Exactement. Si on reprend notre image de départ, on a maintenant un sonar ultra puissant qui cartographie tout l'océan avec une précision mathématique. Mais c'est toujours un humain qui tient la barre. C'est ça. Une fois le filet remonté, un humain doit décider si la prise a véritablement de la valeur pour son portefeuille. L'évolution du M&A ne fait que commencer et les sources regorgent encore de détails techniques fascinants sur ce sujet. Oui, c'est un domaine en pleine mutation. Nous invitons donc l'auditeur à poursuivre son exploration du matériel pour tirer ses propres conclusions sur l'avenir de la gestion d'actifs. Merci de nous avoir écoutés.